Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Et vous écoutez le DA Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Dans le studio, nous avons Monsieur Ekomba Jean Martel, il est doctorant, et Madame Obumba Betty Lauriane, elle est doctorante. Ils viennent donc nous parler d'un livre qui s'appelle Principes et méthodes de préservation de la biodiversité chez les Bantous au Gabon. Je pense que ça a été produit en collaboration avec l'UNESCO et la CODERCIA, c'est ça, monsieur? Bonjour, monsieur Ekomba. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien aussi. Vous êtes doctorant. Ça veut dire que vous êtes en procédure de faire une thèse de doctorat. Je suis en train de faire une thèse de doctorat. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Je suis en train de faire une thèse de doctorat. Sur quoi exactement? Je travaille sur la didactique des langues. La didactique des langues. Oui, oui. En français plus simple? En français plus simple, sur l'apprentissage des langues. D'accord, ok. Donc vous étiez en sciences de langage? J'ai fait les sciences du langage. Actuellement, je suis à la chaire UNESCO Bantophonie, également au sein de l'Université Omar Bongo. D'accord. Et Madame Bumba Betty, vous êtes aussi doctorant dans la même discipline? Oui, disons que nous sommes tous deux à la chaire UNESCO Bantophonie. Voilà, mais nous avons eu à la base une formation en linguistique. D'accord, ok. Alors, vous présentez une œuvre qui est sous la direction de Patrick Mungama Daouda et Auguste Moussiri Mouyama. Oui, tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est eux qui vous ont orienté? Ce sont eux qui sont les éditeurs. Des éditeurs. Voilà, les éditeurs du livre. C'est une coédition. Donc, les deux professeurs sont les responsables de l'édition de ce livre, en fait. D'accord, ok. Voilà. Principes et méthodes de la préservation de la biodiversité chez les Bantous du Gabon. Oui. Ça met quoi en exergue, en fait? Vous voulez montrer que les Bantous du Gabon, bien avant qu'on nous apprenne la biodiversité à l'occidental, on connaissait déjà comment gérer notre environnement. Je vais commencer et puis elle va renchérir. Pour dire de façon simple, il y a des méthodes de préservation de l'environnement, de la biodiversité, si vous voulez, Oui. qui existent, qui existent dans nos villages, où les populations ont une idée, ont des stratégies, ont développé des stratégies pour effectivement préserver leur milieu de vie, parce que c'est leur milieu de vie. Ils vivent de la forêt, ils vivent de toutes les ressources qui se retrouvent dans ce milieu. Donc, ils ont, depuis la nuit des temps, développé des stratégies pour puiser les ressources dont ils ont besoin, le strict minimum, et pour préserver pour les générations futures. C'est une étude. Qu'est-ce qui vous a emmené à cette étude? Bon, il faut dire que c'est un travail qui vous avait été posé par l'académie? C'est un appel à projet. Je vais laisser... D'accord, merci. Donc, il faut dire que le livre est né à partir d'un projet, un appel à candidature que le professeur Patrick Mungama Daouda a reçu. Donc, il a été lauréat à un appel à candidature à partir de l'organisme CODESRIA, qui est situé à Dakar, au Sénégal. Donc, nous avons soumis un projet et nous avons été retenus et nous avons été... si vous avez soumis le projet, c'est que vous aviez déjà le projet quelque part posé. Ou bien c'est l'appel à projet qui vous a fait un déclic dans la tête pour dire que bon, nous on va aller sur ce style d'étude. Le projet n'était qu'une occasion pour nous de faire connaître à la base également nos ambitions en tant que chercheurs. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons consécutivement mis en place le réseau Bantophonie, qui a été créé et qui est dirigé même par le professeur Patrick Mungama Daouda. Donc le réseau existe aujourd'hui et c'est, on va dire, un label, un cadre scientifique dans lequel nous retrouvons plusieurs compétences, plusieurs grades pour valoriser le domaine de la pluridisciplinarité. Est-ce que vous avez dans ce sens travaillé avec des anthropologues, des biologistes, des spécialistes? Effectivement, comme je pouvais le dire, c'est un cadre qui regroupe
plusieurs compétences, donc des linguistes, des sociolinguistes, des anthropologues, des biologistes, des ethnobotanistes, etc. Donc, en fait, cette étude, c'est un travail de recherche avec un groupe d'individus qui sont spécialisés dans la discipline. Dans différentes disciplines. Vous êtes allé sur le terrain quand même? Bien sûr. Si vous voyez, je crois, la deuxième ou la troisième page, vous avez le profil de tous qui ont participé à la rédaction. Et sur le terrain, vous avez rencontré les Bantous du Gabon. Ben, à quel moment vous faites la précision sur les Bantous du Gabon? Les Bantous du Gabon, parce qu'il n'y a pas que les Bantous au Gabon. On les rencontre au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Cameroun, jusqu'en Afrique du Sud. Oui. Voilà, donc les Bantous, c'est un peuple, c'est une culture, des cultures, je vais dire. Oui. Voilà, donc les Bantous, on ne les rencontre pas qu'au Gabon. D'accord. Voilà. Pourquoi Et votre pour bouquin ajouter- il est aussi gros alors que vous parlez des pratiques des 363 pages. des peuples avaient de manière normale? Vous faites comme si c'était exorbitant. Si à l'intérieur, il y a différents articles. Oui. Voilà, et parce qu'il y a au moins 7 à 8 chapitres. 8 chapitres. 8 chapitres. Donc, vous voyez que chaque chapitre développe un pan de la recherche. Là, il y a les questions qui sont beaucoup plus théoriques, que vous trouverez à l'intérieur, mais il y a aussi des questions pratiques. Comme Qui nous ont quelles questions? conduit au terrain, par exemple. Le chapitre 7 parle de la synergétique, la pratique de chasse chez les Obamba. Oui. Voilà, nous y avons été sur le terrain, collecter des données en rapport avec la chasse, vivre même la chasse en situation. Voilà, nous y avons été et nous avons collecté des données, voir comment est-ce que ça se pratique. Donc, vous voyez très bien qu'en dehors de... Vous avez découvert quoi exactement? Nous avons observé les méthodes de chasse. Avant l'entrée du fusil, si vous voulez, de l'arme à feu. Oui. Voilà, parce que ces populations-là n'utilisaient pas l'arme à feu. Ils avaient des arbalètes, ils avaient des techniques Et avec ces un méthodes, peu plus écologiques. avec ces méthodes-là, ils avaient des techniques de préservation de la Bien biodiversité. sûr, parce que lorsque vous nous prélevez Ça que se ce dont manifeste. vous avez besoin, Oui. ça vous laisse le temps de préserver pour les générations futures. D'accord. Alors que quand arrive le capitalisme, vous voyez que ça développe d'autres pratiques. Ça veut dire que de fois on chasse maintenant pour vendre. Voilà, il y a déjà l'économie qui entre à l'intérieur, alors qu'à l'époque, eux, ils préservaient ce dont ils avaient besoin. Est-ce qu'ils faisaient ça dans un but de préservation ou bien parce que le capitalisme n'était pas là? Ben non, ils avaient dans un but de préservation, parce que les méthodes qui sont mises en place, ce sont des méthodes qui montrent effectivement qu'on avait le souci du lendemain. Voilà, lorsque vous voyez que on a des forêts sacrées, on n'allait pas faire n'importe quoi dans ces forêts-là, parce qu'on savait qu'il y avait la reproduction. Parce que les animaux se reproduisent. Oui. Il fallait laisser le temps à ces animaux-là de se reproduire. Et c'est dans ces forêts-là, les populations avaient estimé que c'est dans cette forêt-là que les animaux ont la possibilité de faire cela. Et on classait ces forêts-là. Les méthodes qu'on utilise aujourd'hui, par exemple, les parcs et tout, les populations avaient déjà ce souci-là. Est-ce qu'ils vous ont expliqué à un moment donné l'importance de certaines essences? Bien sûr, puisque comme vous l'a dit Mbabeti, c'est une étude pluridisciplinaire. Oui. Donc là-dedans, vous avez des linguistes, des anthropologues, des ethnobotanistes, des biologistes. Donc chacun prenait effectivement les données nécessaires pour son étude. Donc vous avez comme ça, lorsqu'il s'agit d'un ethnobotaniste, il va travailler beaucoup plus avec les populations qui ont une maîtrise des plantes, des arbres et disons de la forêt, pour faire simple. Et lorsque vous avez un biologiste, il va s'intéresser aux poissons, aux mammifères. D'accord. Mais est-ce que les populations archaïques maîtrisaient toutes ces techniques, les études biologiques, ou bien elles vivaient juste on appelle ça comment, en harmonie avec leur environnement proche? Parce que vous présentez ça comme si ces populations maîtrisaient des techniques, alors que pour elles, c'était la vie normale, hein, Madame Bouba? Mais bien sûr, je pense que c'est le but aussi de l'ouvrage, de présenter justement cette taxinomie-là. Oui. La taxinomie, c'est simplement la science qui consiste à classer les éléments de la nature, tout simplement. Et on s'est tout de suite rendu compte, après
s'être déployé sur les différents terrains, que effectivement, il y avait cette conscience écologique. Il y avait cette conscience endogène de pouvoir préserver l'environnement, vraiment de manière naturelle à partir des données que nous avons pu recueillir sur le terrain. Et effectivement, les connaissances sont là, elles existent, mais ne sont pas suffisamment connues, ne sont pas suffisamment exploitées, ne sont pas suffisamment appréhendées parce que nous allons dire que c'est vraiment un domaine assez sensible et complexe. Voilà, parce que aujourd'hui, on voudrait mettre en avant ces connaissances qui ont existé et qui existent encore et qui sont sur le point de disparaître parce que beaucoup ne s'y intéressent pas. Et pour ceux qui détiennent encore ces quelques connaissances, bon, disons qu'ils sont à la fleur de l'âge aujourd'hui et que nous essayons tant bien que mal à pouvoir recueillir encore ces savoirs, ces connaissances pour pouvoir les sauvegarder, pour pouvoir les patrimonialiser et montrer que effectivement il y a eu des connaissances relatives à la gestion des écosystèmes. Dans quelle zone vous avez établi vos recherches? Voilà. Alors, comme c'est mentionné dans l'ouvrage, nous avons travaillé avec différentes cultures, le Bekwil, le Sekiani. Donc vous avez un peu fait le tour du Gabon? Bien, il y avait plusieurs équipes sur le terrain. D'accord, ok. Il y avait une équipe au village Bouma, à Franceville, dans la zone de Konja. Il y avait un terrain dans la province de l'Anyanga. Il y a eu un terrain dans la province de Logwevindo. Il y a eu également un terrain dans la province de l'Essuyer, parce que nous avons travaillé avec les Sekani. Donc, on ne va pas dire tout le Gabon, parce qu'il fallait faire le choix. Et donc, on a été dans différentes localités du pays. Ça vous a pris combien de temps de travail? Un peu plus de 2 ans. Parce que c'est publié en 2020, 2020, donc 2 ans, de 2018 à, on va dire 2018 à 2020. Donc le livre, il est disponible où pour les gens qui veulent connaître l'introduction à l'écologie traditionnelle? Pour l'instant, on peut retrouver en allant sur place à l'Université Omar Bongo, au sein de l'Agence universitaire de la francophonie. Vous y rencontrerez le représentant du bureau national de l'Agence universitaire de la francophonie, le docteur Guéronjo Nguemandon, qui est le seul en ce moment qui dispose un peu d'un nombre d'exemplaires assez conséquent. Qui peut utiliser ça? Ben, c'est tout le monde, parce que quand on est à Libreville, on a l'impression que ceux qui sont au village ne réfléchissent pas sur leur existence. Et que, bon, parce que quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, on dit bah, on n'est pas au village ici. Alors qu'au village, mais les gens, ils savent traiter leurs ordures. Parce que quand vous passez dans les cours, vous n'allez pas trouver les ordures un peu partout. Ça veut dire qu'on a une gestion de ces ordures. On a une gestion claire et on sait où on doit retrouver les ordures, où on ne doit pas les retrouver. Alors que si vous faites le tour des quartiers de Libreville, vous allez voir le contraire. Vous êtes conscient que les ordures du village ont changé par rapport aux ordures du village dans les années 80-70. Aujourd'hui, on retrouve les paquets de chips, des boîtes de conserves. Ce n'est pas faux. Du plastique, quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Oui, c'est vrai, mais sauf qu'on continue toujours à mieux gérer notre environnement, à préserver notre environnement. Contrairement à ce qui se passe dans les villes, dans les quartiers de Libreville. Vous allez voir que vous allez trouver ces plastiques un peu partout. Il n'y a pas que dans les bacs ordures, vous allez les trouver partout, mais quand vous allez au village, vous allez trouver que les populations ont un espace dédié aux ordures. Est-ce que les comportements que vous avez pu déceler dans votre étude peuvent servir pour aménager les villes? Ben, tout à fait. La première chose, c'est déjà dans la gestion des parcs nationaux. Vous voyez très bien qu'il y a souvent quelques petits soucis entre les populations qui résident aux alentours des parcs et les gestionnaires de ces parcs-là. Parfois, il y a cette incompréhension parce que c'est un problème d'interculturalité. Les populations ont une façon de voir
les choses, une vision du monde. Et le parc est géré avec une vision plus moderne. Mais pourquoi, Donc, pourquoi, sachant que les populations avaient des principes et des méthodes de préservation de la biodiversité, les gens qui ont mis en place les parcs nationaux ne sont pas rentrés en connaissance de ces principes pour les accompagner dans une meilleure gestion des parcs dans lesquels ils habitaient? Le but, effectivement, de ces travaux, c'est effectivement d'intégrer dans la gestion, dans la gestion actuelle des parcs, dans tout ce qui est préservation de la biodiversité, d'intégrer ces techniques. En fait, le but, c'est de susciter, effectivement, c'est d'amener les uns et les autres à intégrer ces pratiques-là, parce que ce ne sont pas des pratiques qu'on peut balayer du verre de la mer comme ça. Non, parce que ces pratiques si nous avons la forêt que nous avons aujourd'hui, si elle a été préservée, c'est parce que les populations qui ont vécu l'ont préservée. Est-ce que les techniques ne sont pas différentes en fonction de l'environnement, en fonction des localités peut-être? Pas vraiment, puisque comme je vous l'ai dit tantôt, il s'agit des populations bantoues qui partagent les mêmes traits culturels. Donc, les techniques de chasse que vous allez retrouver au sud du Gabon, vous allez les retrouver au nord du Gabon. Vous allez les retrouver au centre du Gabon. Donc, c'est quasiment les mêmes techniques. Il y a quelques différences en fonction de l'écosystème, parce qu'il y a ceux qui ont un écosystème forestier et d'autres qui ont un écosystème plutôt savane. Donc, on ne retrouve pas les mêmes mammifères, les mêmes voilà. Donc, en fonction des types de mammifères, on va adapter les techniques de chasse. Voilà. Donc, vous dites que le document n'est pas disponible sur Internet, mais plutôt à l'université? Pour l'instant, non. Sur Internet, non. C'est uniquement au sein de l'université. D'accord. Madame Boumba et Monsieur Ekomba, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.